Bonsoir. Saddam Hussein est un homme de plus en plus seul. La question de sa chute se pose désormais ouvertement dans de nombreux pays et plus discrètement à Bagdad. D'après le journal Le Monde, le leader irakien pourrait fuir son propre pays et s'exiler en Algérie. Notre envoyé spécial à Alger, Morad Aitabouche, nous donne d'autres précisions. Officiellement, aucune confirmation, aucun démenti non plus sur l'exil éventuel du président irakien en Algérie. Il est vrai que le vendredi, en terre d'islam, est journée fériée. Nous avons réussi toutefois à joindre un haut responsable du ministère des Affaires étrangères. Stupéfait, après un long silence, il nous a répondu « Écoutez, vous me l'apprenez ». À l'ambassade de France ici, on nous a dit simplement « Nous ne pouvons rien vous dire ». Ce qu'on laisse entendre ce soir à Alger, mais du bout des lèvres, c'est qu'effectivement une demande a bien été adressée à l'Algérie. Par qui? Comment? Quand? Autre question, la coalition a-t-elle donné son accord? Impossible de répondre pour le moment. Mais selon certains observateurs algériens, il est clair que les Américains veulent se débarrasser de Saddam Hussein. L'Algérie, même si elle a condamné l'annexion du Koweït, reste très proche du raïs de Bagdad. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères algérien a tenté de trouver une sortie honorable à l'Irak. Ahmed Ghazali s'est même rendu début janvier à Bagdad. D'autre part, le peuple algérien s'est toujours montré solidaire de Saddam Hussein. Mais il reste une autre piste à ne pas négliger, la Mauritanie. La famille de Saddam Hussein est déjà réfugiée là-bas. À Alger, Morad Aitabouche. L'éventualité d'une fuite reste crédible. Saddam Hussein ne voudra sans doute pas rendre des comptes sur son comportement avant la guerre et sur celui de son armée pendant la guerre. Les témoignages affluent en effet sur les exactions commises à Koweït City. Torture, viol, assassinat, tous les témoignages des médecins et des civils le confirment. Les militaires irakiens se sont en effet livrés à des exactions pendant 7 mois. Depuis 2 jours, les familles essaient donc d'avoir des informations sur les disparus emmenés ou tués par l'armée de Saddam Hussein. Reportage à Koweït City de Pierre Babet et Patrick Millerio. Koweït City, l'hôpital Moubarak. Des familles sans nouvelles cherchent des disparus au sous-sol de l'hôpital, la morgue. 21 linceuls, des soldats irakiens. Un seul cadavre, affreusement mutilé, par de l'acide, dit certains, ou par une simple explosion. Dans la ville en liesse, on recherche désespérément la trace de jeunes Koweïtis arrêtés par les Irakiens avant leur retraite. Et surtout, les gens de mon âge, comme ça, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils enlèvent pour prendre comme un otage, peut-être. Combien sont-ils? 100, 1000, 10 000? Rumeurs folles, sans information vérifiée. Ces femmes ont perdu la trace de leur fils. On leur a dit que des Français auraient libéré des otages emmenés dans 35 autocars en Irak. J'ai eu des Koweïtiens qui sont venus, même à l'ambassade, demander si on avait des listes, n'est-ce pas? Ce qui prouve qu'il y a donc un problème. Mais l'ampleur de ce problème, je l'ignore. Dans les dernières fumées des incendies, rumeurs de règlement de compte d'après-guerre. Rumeurs encore, les Irakiens auraient placé ces otages koweïtis dans leur colonne en retraite, attaqués ensuite par l'aviation alliée. Quel que soit le nombre de ces disparitions, 100, 1000 ou 10 000, elles sont beaucoup plus douloureuses, elles comptent encore beaucoup plus ici que les destructions matérielles, par ailleurs limitées et de toute façon réparables. Et des Occidentaux qui se trouvaient à Koweït City pendant la guerre ont heureusement échappé aux Irakiens. Pendant les 7 mois d'occupation irakienne, les Occidentaux sont restés à Koweït City, cachés, protégés par des civils koweïtiens. Ils ont échappé aux militaires irakiens, mais pendant 7 mois, leur vie s'est apparentée à un cauchemar. Écoutez ce témoignage, celui d'une femme belge que nos envoyés spéciaux Albert Ripamonti et Patrick Milleriou ont rencontré. 4 mois d'occupation, 4 mois d'angoisse pour Liliane André. Traquée par les soldats irakiens, elle a vécu terrée au fond de ce placard. Lorsque nous entendions des voix, lorsque nous comprenions qu'il y avait les Irakiens qui étaient ici, à ce moment-là, je montais. Je restais 1 heure, je restais 2 heures. Tout dépendait le temps qui restait dans la maison. Elle ne devait pas tousser, elle ne devait pas éternuer. Bah. Il faut faire attention. Il y a eu des moments où vous avez eu vraiment peur? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Liliane André est belge, son mari libanais. Ils doivent leur liberté à Fouad Al-Toukaim, un Koweïti. Car les Irakiens raflaient tous les étrangers pour les amener en otage à Bagdad. Et les Koweïtis qui les abritaient étaient passés par les armes. Fouad Al-Toukaim, lui, a pris ce risque pour lui et pour les siens.
Nous nous devions de rester auprès des étrangers et les protéger le plus possible, parce que Américains et Européens sont venus nous aider. Nous avions très peur chaque jour que nous avions passé, chaque jour qui se levait, c'était un jour de peur. Mais nous avions l'espoir de ces alliés, nous attendions. Alors quand nous entendions les avions passer, quand nous entendions les bombardements, nous étions heureux. Dès que nous n'entendions plus rien, nous étions comme des bêtes traquées. On se disait pourquoi sont-ils partis? Sont-ils vraiment partis? Que s'est-il passé? Et dès que nous les entendions à nouveau, on revivait, vous comprenez? Les images qui nous parviennent depuis l'arrêt des combats reflètent plus précisément la réalité. On apprend ainsi que la guerre a été particulièrement meurtrière pour les Irakiens. Et les dernières heures de guerre ont sûrement été les plus meurtrières. Symbole de cette horreur, la route Koweït City-Bassora, utilisée par les soldats irakiens pour fuir. Elle a été bombardée par les Alliés. Les journalistes ont découvert aujourd'hui des scènes de carnage. Dominique Dumas. Scène d'horreur et de désolation sur la route principale entre Koweït City et la ville irakienne de Bassora. Une équipe de télévision d'une agence britannique a filmé ces images. Des carcasses de véhicules, des blindés calcinés et surtout des morts, des militaires, mais aussi des civils qui pourraient être ces otages koweïtis raflés avant le cessez-le-feu par les troupes irakiennes. Ce capitaine des Marines américains déclare aux reporters que les troupes irakiennes auraient pu avoir l'ultime mission de garder cette route ouverte pour remonter vers le nord, ce qui expliquerait cette énergie du désespoir. Cette bataille terrestre entre troupes alliées et irakiennes fut brève, mais épouvantable. Nous allons maintenant rejoindre en direct à Riyad le général Gazo, l'adjoint du général Rogjov. Bonjour mon général, bonsoir devrais-je dire. Bonsoir. Nous venons de diffuser des images sur ce qui s'est passé pendant les dernières heures de la guerre. Avez-vous une idée du nombre des victimes irakiennes? Vous voulez dire du nombre de victimes irakiennes sur l'ensemble du conflit? Oui mon général. Non, c'est pas possible maintenant, on ne peut pas faire de décompte, on n'a aucune idée du nombre total. Alors ma question vous paraîtra peut-être un petit peu insolite, la guerre a-t-elle vraiment eu lieu? On a le sentiment, mais à Paris, que l'armée irakienne en fait n'a pas voulu se battre. Je crois qu'on peut quand même dire que la guerre a eu lieu. Effectivement, l'armée irakienne s'est écroulée assez rapidement, ça nous ne le savions pas au départ. Et il est bien certain que pour toutes les troupes qui se sont élancées, ça a été une grande surprise. Mais ça a été encore plus, je crois, une surprise pour l'armée irakienne qui s'est vue soudain envahie de toutes parts par toutes les forces de la coalition, car c'est une affaire qui avait été préparée quand même de longue date, et il y a eu d'un seul coup une irruption totale dans les lignes adverses. Et je crois que ce que nous avons remarqué, nous, en ce qui concerne la division d'Aguet, en tous les cas, c'est que l'ennemi a été très surpris et était un peu coupé de ses propres autorités. Les communications n'étaient pas bonnes, la logistique était mauvaise. Donc tout ça fait qu'il y a eu un écroulement très rapide. Alors on a vu tous ces prisonniers qui sont très très nombreux, des dizaines de milliers. On a aussi l'impression que ce sont surtout des hommes de troupe. Où sont passés les officiers irakiens? Si, on a vu des officiers. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai été rendre visite au camp de transit de prisonniers, le camp français. Et j'ai moi-même parlé à un certain nombre d'officiers irakiens, dont un colonel irakien qui commandait l'une des brigades d'infanterie qui était en face de la division d'Aguet. Et donc il y a un certain nombre d'endroits où on a vu des unités complètes se rendre, officiers en tête. Alors général Gazo, le chef de la Maison-Blanche vient d'annoncer qu'une rencontre va avoir lieu demain entre officiers alliés et irakiens. Pouvez-vous nous donner d'autres précisions? Ben écoutez, non, à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous donner de précision, car il y a en ce moment une réunion ici, à Riyad, et nous saurons probablement tout à l'heure quel est le niveau des autorités militaires qui participeront à cette réunion demain matin. Alors les officiers français vont-ils être négociateurs ou simplement observateurs lors de cette rencontre? Écoutez, à l'heure qu'il est, c'est pas possible de répondre. Je sais qu'il y aura des représentants militaires demain à cette réunion, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Avez-vous une idée du jour de votre départ de l'Irak? Je n'ai pas dit du Koweït. Non, c'est encore un peu prématuré. Je crois qu'il faut attendre qu'aient lieu ces négociations de cessez-le-feu, et nous saurons à ce moment-là à quel moment la division d'Aguet, qui est effectivement en Irak au complet à l'heure actuelle, changera de position. Et pour aller où? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Mais en aucun cas, vous ne resterez très longtemps en Irak? Écoutez, je ne pense pas, mais là, c'est un peu prématuré. Merci, mon général.
Une cérémonie militaire a eu lieu pour les 2 victimes françaises de cette guerre aujourd'hui. Cérémonie officielle aux 2 militaires français tués pendant la guerre du Golfe. Pierre Jox, le ministre de la Défense, a tenu à souligner le courage et le dévouement de ces 2 soldats tombés en Irak. Reportage sur place de FR3 Orléans. Le ministre de la Défense, Pierre Jox, présidait la cérémonie. Et s'adressant aux familles, c'est dans un discours très ému qu'il a rendu hommage aux 2 victimes. Tous 2, vous aviez, sergent Schmitt et caporal-chef Cordier, sur un très court préavis, étaient désignés pour remplir sur le terrain dans le Golfe une mission particulièrement délicate pour laquelle vous vous étiez préparé pendant de longues années, avec sérieux, disponibilité et un engagement personnel reconnu par vos supérieurs, qui non seulement appréciaient vos aptitudes, mais aussi votre sens de la camaraderie et votre désintéressement. Leur action de bravoure a été récompensée à titre posthume par la Croix de guerre et la médaille militaire. Originaires d'Alsace et de Lorraine, les 2 soldats, le sergent Schmitt et le caporal-chef Cordier, appartenaient à un commando d'élite du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine basé à Bayonne. Respectivement âgés de 24 et 32 ans, ils ont été tués mardi dernier au sud de l'Irak, dans une explosion lors de l'assaut donné au fort d'Al-Salman. Et devant les chefs d'état-major de l'armée française, des soldats du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine ont emmené les corps de leurs 2 compagnons morts pour la patrie. Leurs dépouilles ont été remises à leurs familles. Vous avez compris qu'ils étaient âgés respectivement de 24 ans et de 30 ans. Les combats ont cessé, mais les dirigeants de la coalition restent très vigilants et très prudents. Ils attendent de l'ONU une application stricte du cessez-le-feu. Marie-Odile Pagnès. Reprise des discussions cet après-midi à l'ONU. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, URSS, Chine, Grande-Bretagne et France, se sont réunis pour trouver les termes de la résolution sur le cessez-le-feu. Un texte a déjà été proposé par Washington qui prévoit une série de conditions pour mettre fin aux hostilités. La libération de tous les prisonniers koweïtiens ou de pays tiers, le maintien de l'embargo sur la vente d'armes à l'Irak si Saddam Hussein reste au pouvoir, la restitution des capitaux et avoirs saisis au Koweït. Sans l'acceptation de ces conditions, pas de cessez-le-feu, a déclaré Dick Cheney, le secrétaire américain à la Défense, n'excluant pas de nouveaux bombardements de l'Irak si Bagdad reprenait les hostilités. De son côté, Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères, exige le retrait immédiat de l'armée américaine de l'Irak. Crispation donc autour des conditions de cessez-le-feu à la veille de la rencontre entre les militaires irakiens et ceux de la coalition qui doivent ensemble fixer les modèles. Les modalités du cessez-le-feu, il y a eu un petit incident technique. Défaite militaire pour Saddam Hussein, défaite diplomatique, mais aussi et surtout, devrais-je dire, défaite économique. L'Irak est en effet à genoux économiquement, ruiné par 8 ans de guerre contre l'Iran, détruit par les bombardements alliés et croulant sur les dettes, des dettes que le pays de Saddam Hussein est incapable de rembourser malgré les richesses naturelles du sol, l'eau et le pétrole. Martine Thiébaut. Les dettes contractées par l'Irak pour s'armer jusqu'aux dents, 375 milliards de francs que l'Irak doit aux pays occidentaux, aux pays arabes, mais également aux plus démunis, comme les pays de l'Est, l'Inde, le Brésil. S'ajoute le coût de la reconstruction, un minimum de 200 milliards de francs qu'il va falloir emprunter tout de suite, simplement pour remettre en route l'économie du pays. S'ajoutent également les dommages de guerre, réclamés par l'Iran ou exigés par l'ONU, 625 milliards de francs. Facture totale, 1200 milliards, somme gigantesque au regard d'une balance commerciale irakienne qui en temps normal ne dégage que 30 milliards d'excédent annuel. Les Alliés ont tranché, priorité à la reconstruction. Pour le reste, 2 possibilités. Soit Saddam Hussein reste en place et les sanctions économiques seront maintenues, soit Saddam Hussein disparaît, les sanctions économiques seront levées, une banque mondiale spéciale, la Banque de reconstruction du Moyen-Orient, sera créée pour lever les fonds nécessaires auprès de la finance internationale. L'éponge sera quasiment passée sur la dette, les dommages de guerre seront négociés. Ainsi, après la victoire militaire des Alliés, Saddam Hussein est maintenant confronté à la guerre économique. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la paix dans le Golfe et sur l'application du cessez-le-feu. L'autre événement du jour s'est produit aujourd'hui au Maroc. La décision prise par Hassan II a surpris tout le monde. Le roi du Maroc a fait preuve de mansuétude
à l'égard de la famille Oufkir. Depuis 18 ans, la famille Oufkir était privée de liberté sans avoir jamais été ou inculpée ou jugée. La veuve et les 6 enfants du général sont maintenant libres. L'information a été confirmée officiellement cet après-midi. Rappel de l'affaire Oufkir, Hervé Dino. Dès l'accession au trône de Hassan II, le général Oufkir devient l'éminence grise du souverain chérifien. Cela lui vaudra d'ailleurs en 1967 d'être condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Paris pour sa participation à l'affaire Ben Barka. Mais en 1972, accusé d'avoir fomenté un coup d'État, il tombe en disgrâce. Le général n'aura pas l'occasion de subir le courroux d'Hassan II, car 3 jours plus tard, il se suicide. Un suicide des plus bizarres, puisqu'on retrouve 2 impacts de balles dans le dos de la victime. Sa femme et ses 6 enfants, le plus jeune alors 3 mois, bien que jamais jugés, eux sont emprisonnés dans un camp de détention dans le sud du pays. Placés dans des cellules séparées, ils vont subir durant 17 ans des sévices, seront privés d'eau, de nourriture et de médicaments. En 1987, sous la pression d'organisations de défense des droits de l'homme, leurs conditions de détention sont adoucies. Maître Kejman, qui est alors leur avocat, pense même que leur libération est imminente. Le roi Hassan II avait pris l'engagement de les laisser quitter le territoire marocain, de les laisser émigrer au Canada, au Québec précisément, et de leur verser une somme d'argent suffisante pour qu'ils puissent vivre décemment. Mais manifestement agacés par les dénonciations des violations des droits de l'homme émanant d'Amnesty International, de l'association France Liberté, présidée par Madame Mitterrand, ou de l'écrivain Gilles Perrault, le roi attendra encore 4 ans avant de libérer les Oufkirs. Hassan II, dit-on, pourrait également libérer des prisonniers politiques, parmi eux Abraham Serfati. Emprisonné depuis 17 ans au Maroc, Abraham Serfati est le plus ancien prisonnier politique du monde. Certains se sont mobilisés pour obtenir sa libération. Parmi eux, bien sûr, sa femme. Elle est française. Caroline Sintz et Joseph Tual l'ont rencontrée cet après-midi. Oui, parce que Christine Dor est mariée depuis 15 ans à un homme emprisonné, symbole de l'opposition politique au roi Hassan II. Voici l'une des dernières photos d'Abraham Serfati, arrêté puis torturé pour ses idées d'extrême gauche. Juif de Casablanca, il a eu le tort d'épouser la cause palestinienne et surtout celle du Polisario. Il a été arrêté fin 1974, à l'époque on n'était pas du tout mari et femme. Et puis il a été jugé, lui et 139 de ses camarades. Il a été jugé en 1977. Ils ont été 5 condamnés à perpétuité pour opinion. Aujourd'hui, Abraham a 65 ans. Il est détenu depuis 17 ans à la prison centrale de Kénitra. Malgré les rumeurs d'une éventuelle libération, Christine n'ose y croire. Au revoir. J'aime pas l'espoir. Je veux dire, c'est un mot si dangereux. Mais en toute raison, ce serait bien pour l'image du roi qui libère d'autres que les enfants Oufkir. Des vrais détenus politiques, des vrais opposants. Des opposants et des prisonniers sahraouis souvent maltraités selon les organisations humanitaires. Là, il faut vraiment se battre pour eux, parce que si on tarde à les libérer, on ne libérera que des cadavres. Donc il y a beaucoup de monde qui doit sortir de prison avant qu'on parle véritablement de libéralisation du régime. Christine Dor Serfati n'est pas seule à se battre pour faire libérer son mari et ses compagnons. Je voudrais surtout rendre hommage aux associations marocaines qui, dans l'ombre et avec des difficultés incroyables, souvent au péril de la vie de ses membres, travaillent sur les problèmes du droit de l'homme au Maroc. Abraham Serfati, détenu numéro 19 559, attend toujours la liberté au Maroc, comme beaucoup d'autres prisonniers méconnus. Robert Papin résume les autres événements du jour. Simone Weber condamnée à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nancy pour le meurtre de son amant Bernard Etier. En revanche, Simone Weber a été acquittée du meurtre de son mari Marcel Fixard. Hospitalisé pour malaise, l'accusé n'a pas assisté au verdict. L'avocat général avait requis la perpétuité. Christian Brando, condamné à 10 ans de prison, le fils du célèbre comédien a été jugé pour le meurtre du compagnon de sa sœur. Les faits se sont déroulés le 17 mai dernier. À Sarcelles, 6 employés de banque tenus enfermés toute la matinée par 2 hommes. Les policiers ont tout d'abord cru à une prise d'otage, mais quand ils sont intervenus vers 11h45, les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite, laissant sur place les employés sommairement ligotés. Les 2 hommes n'ont emporté aucune somme d'argent.
Un cas de maladie dite de la vache folle décelé près de Paimpol, en Côte d'Armor. Cette maladie avait décimé près de 10 000 vaches en Angleterre en 1986. Les premiers résultats de l'enquête n'indiquent pour l'instant aucun prémisse d'épidémie et la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail met en garde contre toute forme de psychose. 500 000 automobilistes sur les routes des Alpes à partir de ce soir. Pour ceux qui partent, sachez que l'autoroute A40 sera particulièrement chargée entre 10h et 18h sur la portion Nantua-Bellegarde. Et pour ceux qui reviennent, les plus grosses difficultés apparaîtront au niveau de Lyon dans la soirée et persisteront jusqu'à dimanche matin aux portes de la capitale sur l'autoroute A6. Et si vous n'êtes pas sur la route, vous aurez droit demain à un beau spectacle avec le match de rugby France-Galles à 15h au Parc des Princes. Les Français sont favoris, mais gare au match trop facile. Ouais, les coéquipiers de Serge Blanco espèrent briller demain en attaque, un choix tactique qui convient parfaitement en revenant Philippe Sella. Il faut rappeler que le Pays de Galles n'a pas gagné au Parc des Princes depuis 1975. Reportage de Jean-Philippe Guillain et Baptiste Boisseau. Serge Blanco et Philippe Sella totalisent à eux deux plus de 150 sélections en équipe de France. Et si le premier va bientôt quitter le 15 tricolore, le second effectue un retour remarqué après 7 mois d'absence dû à une pubalgie. 7 mois pendant lesquels Philippe a durement travaillé pour retrouver un potentiel physique et un sens du jeu qui s'était émoussé. Dans la ligne des trois quarts, il jouera avec Lafont, Ménel et Saint-André, le remplaçant de Lagisquet qui souffre du genou droit. Je vais surtout penser à faire le meilleur de moi-même pour que l'équipe de France puisse battre les Gallois. Donc c'est amener au collectif tout ce que j'ai donné jusqu'à présent et puis faire plus encore et apprendre toujours et faire souffrir de plus en plus les défenses adverses. Si tel est mon souhait, on verra après samedi. Pour marquer des essais, Sella et les autres compteront sur les ballons conquis par un pack enthousiaste. La deuxième ligne bénéficie des centimètres de Roumat et Gouragne et la troisième ligne est entièrement constituée de joueurs du Racing Club de France. C'est une première historique. Pour être complet, les pronostics de M. Courtine pour le tiercé Écarté Plus qui se court demain à Saint-Cloud, 18 partants. Il vous conseille le 5, le 2, le 3, le 13, le 8, le 9, le 10 et le 14. Le 3, vous le voyez, est son joker. Fin de ce 19-20, je vous rappelle les informations de la journée. La première, c'est plutôt une rumeur donnée par notre confrère Le Monde. Saddam Hussein pourrait fuir son pays et s'exiler en Algérie. L'Algérie se dit surprise, mais il n'y a pas de démenti officiel. La seconde information, c'est une information donnée tout à l'heure par George Bush. Il y aura demain une rencontre en Irak entre officiers de la force de la coalition et officiers irakiens pour mettre au point l'application du cessez-le-feu. Autant d'informations qui seront bien sûr développées dans votre prochain rendez-vous avec la rédaction, soir 3 à 22h15, présenté par Marc Hautement. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Bon week-end sur la 3. Je vous rappelle que dimanche à 20h sur la 3 et sur les autres chaînes de télévision, François Mitterrand s'adressera au pays à lundi 19h. Bonsoir.